C'est une nouvelle édition. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. À la une de l'actualité, sécurité routière et incivisme, lutte contre l'incivisme, la police nationale veut sévir contre les usagers qui ne respectent pas le code de la route. Une opération pour réduire l'incivisme dans la circulation routière a été lancée ce matin. Fini la grève des magistrats ce 1er mars 2016. Demain, les activités reprennent dans les différentes juridictions. Le bilan de la grève des magistrats, c'est dans ce journal. Ultimatum contre les taxis à gaz continue de susciter beaucoup de réactions. Les chauffeurs de taxi ont été reçus par le président de leur syndicat à ce propos. La police nationale s'engage dans la lutte contre l'incivisme routier à Ouagadougou. Elle a lancé ce matin une vaste opération pour réduire l'incivisme dans la circulation routière. Des usagers qui ne respectent pas le code de la route ont donné du fil à retordre ce matin aux agents de la police nationale. Force est toutefois restée à la loi. Le constat est de Cheikh Omar Bandogo. Cette scène, les habitants de la ville de Ouagadougou, en particulier les usagers de la route, en ont l'habitude. Mais il faut le dire, ce sont les éléments de la police municipale qu'ils ont coutume de voir à l'œuvre. Ce matin du 1er mars 2016, les choses sont différentes. C'est la police nationale qui met la main sur les usagers de la voie publique. C'est le début d'une opération de lutte contre l'incivisme dans la circulation routière. Une opération qui a pour but de diminuer un tant soit peu l'incivisme dans la circulation. C'est dans le but de prendre les engins de ceux qui brûlent, ceux qui ne respectent pas le code de la route. Même si force doit rester à la loi comme le disent et le reconnaissent nombre de personnes, d'autres par contre font toujours preuve d'incivisme devant les forces de l'ordre, ce qui complique donc la tâche à ces derniers. La situation est critique parce que de temps en temps on était forcé de poursuivre d'autres personnes pour récupérer. Il y a des éléments même qui sont des fois victimes d'injures, d'autres partent même à vouloir les cogner sur la voie. Mais tant qu'à faire, les hors-la-loi sont arrêtés. Pour les responsables de la section sécurité routière de la police nationale, nul n'est censé ignorer la loi, encore moins celle de la circulation routière. Par mes connaissances, je ne pense pas. Parce qu'un citadin qui dit c'est difficile qu'un citadin puisse s'expliquer comme quoi il ne connaît pas quand le feu est rouge qu'il faut s'arrêter. Voilà. Donc je pense qu'il y a une mauvaise volonté quelque part. L'opération se poursuit donc jusqu'au 4 mars et occupe une partie de la matinée et une autre de l'après-midi. Après ces 4 jours, le bilan fera ressortir la nécessité ou non de poursuivre soit par la voie de la sensibilisation ou à contrario par la répression. Et nous le savons tous, l'incivisme dans la circulation routière a la peau dure dans ce pays. Au premier jour de cette opération prévue jusqu'au 4 mars prochain, ce sont 4 grands carrefours qui ont été ratissés ce matin. Le nombre d'engins saisis en dit long sur l'ampleur du phénomène. Cheikh Omar Bandogo. La circulation routière, un des plus grands berceaux de l'incivisme au Burkina Faso. On brûle les feux, on contourne les ronds-points par la gauche, on refuse même de s'arrêter quand la police nous interpelle. Bref, on enfreint à tout bout de champ le code de la route. Un constat qui amène la police nationale à mener du 1er au 4 mars 2016 une vaste campagne de lutte contre l'incivisme en circulation. Et elle a souhaité le faire sous le regard des caméras de 5 télévisions de la place. Ce 1er mars donc, 4 grands carrefours de la ville de Ouagadougou étaient concernés. Premier point, le rond-point des Nations Unies. En l'espace d'une vingtaine de minutes, voici les engins qui sont récupérés, motos et voitures. Point suivant, le carrefour du barrage de Tanguin. Ici, klaxon et coups de sifflet s'entremêlent. Il est 7 heures passées et l'embouteillage est à son seuil. Une voie de secours vient de se créer. Là encore, le parking est important et difficile de trouver quelqu'un qui accepte de reconnaître son tort. Mais moi, je n'ai pas brûlé le feu. Moi, je suis arrêté, il vient que d'éteindre ma moto. J'ai dit non, il ne peut pas éteindre ma moto comme ça. Pourquoi? Je vais éteindre ma moto. Un autre par contre reconnaît son erreur, mais il estime que les responsabilités sont partagées. Bon, comme il y avait beaucoup de gens de l'autre côté, c'était vraiment encombrant. Et ça, on peut dire que c'est des erreurs, mais ce n'est pas de nos erreurs. C'est nous tous nos erreurs. Parce que si la voie là était grandement large,
Bon, moi, je n'allais pas essayer de faufiler de l'autre côté pour pouvoir passer. Pour l'erreur que j'ai commis personnellement, bon, je crois que c'est une erreur juridique, mais je crois qu'il n'y a pas de danger en tant que tel. Mais en circulation, il n'y a pas de moindre erreur. Elles peuvent toutes coûter cher. De là, nous nous rendons sur le boulevard Tanswaba au carrefour de Katria. À notre arrivée, les motos sont déjà embarquées et la circulation se passe presque normalement. Quelques minutes après, nous sommes au rond-point de la Padoie, point final de notre tournée. Plusieurs allers-retours sont indispensables vu le nombre des engins. Aucun flagrant délit n'est à constater ici. Fin de tournée et retour à la direction générale de la police nationale. Les propriétaires des motos, eux, devront poursuivre leurs engins dans les commissariats pour pouvoir les récupérer. Pour les voitures, ce sont les documents des véhicules qui sont emmenés au commissariat. Parlons à présent de cette autre forme d'incivisme pour nuisance sonore agressive, répétitive et tapage nocturne. Le maquis internat situé dans le quartier de la Padoie a été fermé ce matin par la police municipale. Il est aussi reproché d'avoir ouvert le débit de boissons sans autorisation préalable. Dans son message, la police municipale rappelle que les ouvertures des débits de boissons donnent toujours lieu à une autorisation d'ouverture délivrée par le maire ou le préfet selon le cas, suite à une demande du promoteur. Tout débit de boisson qui ne respecterait pas cette clause est fermé d'office. Autre actualité, inviter l'armée à revenir à sa vocation première dans un état de droit démocratique. C'est l'objectif visé par une conférence publique sur le thème militaire et politique. L'activité a réuni ce matin plusieurs responsables militaires. Elle marque ainsi le début officiel des travaux de la commission chargée de la réforme de l'armée. Plus de précisions avec Viviane Bama. La commission d'élaboration d'un plan stratégique 2017-2021 pour la réforme des forces armées nationales a lancé ses travaux ce 1er mars 2016. C'est à travers une conférence publique sur le thème militaire et politique que ce lancement a été fait. Un thème qui vient à point nommé selon le secrétaire général du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants. Ce sujet est au fondement de la réforme des forces armées nationales que nous entreprenons pour permettre à notre armée de revenir à sa vocation première en la soumettant aux exigences d'un État de droit démocratique et républicain et où les valeurs de responsabilité, d'intégrité et de gouvernance vertueuse ont tout leur sens. Il est utile de rappeler que depuis sa création le 3 août 1960, l'armée nationale a toujours été présente dans la gestion du pouvoir d'État. Cette conférence a été animée par le professeur de droit constitutionnel Augustin Loada, pour qui la tenue et la politique ne sauraient faire bon ménage, d'où les perspectives proposées pour un meilleur ancrage de la démocratie. Naturellement, il y a des réformes profondes aussi qu'il faudrait mener au niveau des forces de défense et de sécurité, au niveau même de la politique nationale de défense. Voilà. L'objectif à atteindre de notre point de vue est double. Non seulement obtenir le retrait de l'armée de la scène politique, ce qui implique notamment qu'elle cesse de jouer un rôle dans les domaines non militaires, mais ça implique aussi, comme nous l'avons dit, de soumettre progressivement l'armée au contrôle et à l'autorité du pouvoir civil, y compris dans les domaines de la politique de défense. Aussi important que sensible, l'intitulé du thème de cette conférence aura permis aux différentes composantes des forces armées d'exprimer leurs préoccupations et de mener un débat franc autour du rôle même du militaire dans la vie de la nation. La rencontre qui a opposé les taximens aux responsables du syndicat, au secrétaire général de l'Organisation nationale des syndicats libres. Une rencontre qui a porté sur les taxis à gaz et l'ultimatum lancé par le ministre de la Sécurité, Simon Compaoré. Les taximens de la ville de Ouagadougou disent ne pas être d'accord avec la décision du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, qui interdit la circulation des taxis à gaz à partir du 2 avril 2016. Ces taximens se sont rendus chez le secrétaire général de l'Organisation nationale des syndicats libres, à qui ils ont fait le point de leur rencontre avec le ministre Simon Compaoré. Ils ont fait le point de leur rencontre qui s'est passée, c'était samedi, non, je crois, qu'ils se sont rencontrés.
pour avoir la nouvelle. Il s'agit de quoi? Il s'agit de problèmes de gaz dans les voitures, dans les taxis. En fait, en toute sincérité, de notre point de vue, c'est trop court. Rencontrer le ministre Simon Compaoré pour lui demander le report de la date de contrôle à fin décembre est la promesse faite par le secrétaire général de l'Organisation des syndicats libres du Burkina au taximen. J'ai concerté mes pairs et nous allons écrire pour demander au ministre de la Sécurité de la rencontrer et qu'on s'asseye pour trouver des solutions. On va voir dans quelle mesure on peut aller certainement jusqu'à la fin de l'année. Comme ça, si d'ici le 1er janvier 2017, ils peuvent essayer de commencer à attraper ceux qui ne sont pas à jour, en toute sincérité, ça ne serait plus de leur faute. Mais il faut un temps pour qu'eux aussi se préparent. Outre le report de la date de contrôle, les taximens souhaitent une baisse du prix de carburant, car selon eux, avec les prix actuels, ils ne pourront pas s'en sortir. La grève d'une semaine décrétée par les magistrats le 24 février a pris fin ce mardi. C'est un bilan général positif qu'a dressé cet après-midi les magistrats, vu le taux de suivi du mouvement. Le comité intersyndical invite donc les uns et les autres à reprendre le travail dès demain. Jusque-là insatisfaits, les magistrats comptent déposer demain un autre préavis de grève pour un autre mouvement. Ibrahim Zongo, reportage. Au soir de ce mardi 1er mars, date butoir de la grève lancée par les magistrats le 24 février dernier pour revendiquer l'adoption des décrets d'application de la loi relative au statut de la magistrature et au Conseil supérieur de la magistrature, les magistrats notent un bilan positif. Du ressort de la Cour d'appel de Ouagadougou, 100%. Du ressort de la Cour d'appel de Bobo-Dioulasso, 100%. Au niveau des cours d'appel, Cour d'appel de Ouagadougou, 98%. Cour d'appel de Bobo, 100%. Se fondant sur le fait que les magistrats se seraient appuyés sur la loi 045 du 25 juillet 1960 pour aller en grève, le gouvernement avait fait des réquisitions pour assurer un service minimum. Mais les magistrats s'en démarquent. Nous disons et nous le répétons, nous n'avons jamais visé la loi 45-60 pour la simple raison que cette loi exclut les magistrats et les militaires. Leur seul fondement demeure le droit de grève qui leur est garanti par la Constitution. Nous partons en grève parce que constitutionnellement, on nous reconnaît le droit de grève et qu'aucun texte nous interdit ce droit de grève. Et ce discours que nous avons, nous l'empruntons du ministre de la Justice qui lui-même, lorsqu'il était SG, dans une interview qu'il avait accordée à Faso.net, le Faso.net, le 22 juillet 2011, avait tenu le même argumentaire. Et je me plais à dire que nous n'avons pas changé de posture parce que nous sommes toujours magistrats et que nous sommes toujours syndicalistes. Même si le mot d'ordre de grève a été suivi à plus de 98% dans les juridictions, les magistrats restent toujours sur leur soif. Aussi entendent-ils rester dans la logique de la lutte. Le comité intersyndical a décidé de maintenir l'option de la lutte, seule voie de salut. Ils déposeront donc dès demain un autre préavis pour une durée plus longue et assumeront le mouvement en tous ses aspects. Quant aux sanctions qui pourraient découler du fait de n'avoir pas déféré à la réquisition, les magistrats disent ne pas être inquiétés car étant dans la légalité selon leurs propos. Le ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, et le commissaire de police, Missa Milogo, directeur de la police scientifique et technique, ont dressé cet après-midi le bilan des incendies qui ont ravagé les marchés et plusieurs commerces. Selon le commissaire Missa Milogo, ce sont au total 23 incendies qui ont été répertoriés depuis le mois de janvier. 11 cas d'incendie sont liés à un dysfonctionnement, 11 autres à des interventions humaines, et un cas dont l'origine n'a pas encore pu être déterminée. Et le ministre Simon Compaoré qui a saisi l'occasion d'interpeller les populations à faire attention lorsqu'il s'agit d'électrification.
Reprise des 12 concours concernés par les cas de fraude annoncés par le gouvernement le 10 février dernier. Le comité des jeunes unis pour la reprise des concours désapprouve la décision prise par les autorités. Il exige par conséquent la reprise des concours en séance particulière sur la base des candidatures déjà enregistrées. Les responsables du comité étaient face aux journalistes ce matin. Le reportage est signé Hassan Nakrou. Le comité des jeunes unis pour la reprise des concours concernés par la fraude dit être indigné par la décision du gouvernement lors du conseil des ministres du 10 février dernier relatif à la reprise des concours concernés par la fraude de 2015 en les alignant sur ceux de 2016, chose que le comité juge inadmissible. Pour le comité, la programmation au plus vite de la session 2015 pour les 12 concours annulés est la seule réponse appropriée face au nécessaire rétablissement de l'égalité des chances des candidats. Le comité appelle par conséquent le gouvernement à reconsidérer sa décision pour être en phase avec la soif de justice et de bien-être des candidats de la session de 2015. Il interpelle d'ores et déjà le gouvernement sur le respect de ses promesses de création d'emplois suffisants pour la jeunesse. Par conséquent, le comité exige la reprise de ces concours au nombre de 12 en session particulière dans le but de garantir l'équité et l'égalité des chances des candidats. Exiger la reprise en session particulière des 12 concours concernés par les fraudes de la session de 2015 sur la base des candidatures déjà enregistrées. Exiger la satisfaction de la plateforme revendicative du comité, notamment en matière de démantèlement de tous les réseaux de fraudeurs, l'élaboration de systèmes d'évaluation au concours de la fonction publique reflétant les niveaux des candidats. Ainsi, le comité souhaite que le gouvernement revoie sa mesure pour permettre aux candidats de ces 12 concours de bénéficier plus d'égalité de chances pour l'accès à la fonction publique. Les libraires du Burkina Faso ont dorénavant un syndicat. Le syndicat national des libraires et assimilés du Burkina a été officiellement présenté ce matin. Au cours d'une conférence de presse, le président Saïbou Kwanda a déploré une concurrence déloyale de certains grossistes importateurs de livres. Il a aussi décrié les séries d'incendies dans les différents marchés. Des détails avec Samba Kassile Traoré. Les rentrées scolaires représentent au Burkina Faso les périodes auxquelles l'activité des libraires traverse une effervescence. Pour mieux vendre et améliorer les chiffres d'affaires, ces libraires se sont regroupés autour du syndicat national des libraires et assimilés du Burkina, qui a été officiellement présenté à la presse ce mardi 1er mars. Cette conférence de presse a pour objectif de montrer à tous les Burkinabés notre existence, nos ambitions, d'étaler nos ambitions, et demander le soutien de tous. Nous savons que depuis la création de notre syndicat, c'est une première conférence de presse comme ça que nous faisons. Nous avons eu à faire un travail de fond, celui de rassembler les libraires, qu'ils soient à Ouara, à Bobo, dans tous les territoires nationaux, pour leur montrer notre ambition, les projets que nous avons pour développer notre secteur. Et donc, il était question aujourd'hui de rencontrer la presse et de faire le bilan de tout ça. Cette rentrée scolaire n'a pas été du tout aisée pour les libraires au regard des soubresauts sociopolitiques qu'a connu le Burkina. Les libraires étaient confrontés, comme les années précédentes, à diverses difficultés, comme en témoigne leur président. Le problème que nous rencontrons, c'est comme le problème que tout le commerce burkinabé rencontre actuellement, c'est-à-dire le commerce déloyal des grossistes importateurs, producteurs. Voilà, ça veut dire que c'est la maîtrise totale de notre commerce. Voilà, c'est ça notre problème actuellement. Et le deuxième problème actuellement, vous voyez, il y a un sinistre dans notre pays. Un peu partout, on brûle nos marchés, on brûle nos magasins. Donc vraiment, c'est un problème vraiment qui nous tient à cœur. Et nous sommes là pour trouver des solutions à ce problème, pour nous organiser.
le syndicat national des libraires et assimilés du Burkina souhaite que le gouvernement régularise le métier de libraire afin que quiconque ne se permette pas ce métier. Les autorités burkinabées et le Japon ont lancé ce matin le projet de renforcement des stratégies et des pratiques de l'enseignement dans les centres de formation des élèves maîtres prospects. Estimé à un coût de 26 milliards de francs CFA, ce sont l'ENEP de Lumbila et de Dédougou qui vont expérimenter ce projet durant 2 ans. Le lancement de ce nouveau projet à Lumbila, c'était en présence de Gaël Rodrigue. C'est ici, à l'École nationale des enseignants du primaire de Lumbila, qu'a été lancé le projet de renforcement des stratégies et des pratiques de l'enseignement dans les centres de formation des élèves maîtres prospects. Une initiative qui vise à accompagner les ENEP pour une éducation de qualité à travers la formation initiale des élèves maîtres et une formation continue des formateurs. Le prospect, c'est un projet de renforcement des capacités qui vise à améliorer les pratiques pédagogiques des enseignants, aussi bien dans les écoles de formation que sur le terrain. Parce que vous êtes sans savoir que l'enseignant, il est formé au niveau de l'école, mais durant toute sa carrière, il a un ensemble de méthodes et de techniques qu'il applique pour s'assurer que l'enfant acquiert les connaissances qu'il devrait acquérir. Jusqu'à présent, on n'avait pas ce lien entre le terrain et les écoles de formation. Donc le projet Prospect veut mettre en lien ces deux. Ce projet est le fruit de la coopération entre le gouvernement du Burkina Faso et celui du Japon à travers l'Agence japonaise de coopération internationale JICA. Donc nous voulons améliorer dans le secteur de l'éducation. Nous avons déjà amélioré le taux de participation des enfants, mais maintenant une autre étape, c'est-à-dire amélioration de la qualité de études. Donc pour réaliser cela, nous allons essayer d'appuyer et soutenir les enseignants maintenant. La JICA intervient au Burkina dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage. La signature du document de programme de coopération a eu lieu ce 1er mars 2016. Prospect fait partie des composants du programme. Le programme d'appui aux élèves et enseignants de l'éducation de base, c'est le référentiel en fait des interventions de la JICA dans le secteur de l'éducation au Burkina Faso. Donc il y a plusieurs projets qui composent ce programme. Le programme Prospect est prévu s'étendre sur 5 ans avec un coût estimé à plus de 26 milliards de francs CFA. Lumbila et Dédougou sont les 2 ENEP qui vont expérimenter durant 2 ans ce projet avant son extension aux 5 autres ENEP. En vue d'une probable collaboration, l'ambassadeur américain Tulinabo Mushingi a rendu cet après-midi une visite de courtoisie au ministre de l'Industrie et du Commerce. Viviane Bama nous en dit plus. Une visite officielle de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat burkinabé. Annoncée comme une visite de courtoisie, cette visite de Mushingi Tulinabo a été mise à profit pour revoir les priorités du ministère. Nous pensons que venir dès le début pour apprendre les priorités, quelles priorités vraiment qui sont dans ce titre général du commerce, industrie et artisanat, comme ça nous pouvons mieux décider où nous avons des synergies, où nous avons continué à travailler ensemble. Et bien sûr, on a traité des cas comme le AGOA, notre African Growth Opportunity Act, pour voir comment le Burkina peut prendre beaucoup plus avantage de ça. J'avais amené mon collaborateur ici qui s'occupe de l'économie et du commerce pour voir comment on peut accroître cet échange entre les commerçants burkinabés et les commerçants américains pour un partenariat gagnant-gagnant. Pour l'ambassadeur américain, l'heure est aux échanges. Pour de meilleurs résultats, il faut prendre le temps de bien agir, d'où son invite au peuple burkinabé à la patience envers le nouveau gouvernement. Vous tous les Burkinabés, vous devez donner un peu de temps à vos nouveaux élus. Vous venez de les choisir librement. On ne vous a pas forcé de les choisir. Vous les avez choisis librement. Le minimum, c'est de leur donner un peu de temps, de trouver leur bureau d'abord, de voir quel paperasse se trouve sur le bureau, avant de commencer à sortir dans la rue, avant de commencer à casser les fenêtres, etc.
parce que ça n'aide pas. La collaboration entre l'ambassade des États-Unis s'inscrit dans un esprit de partenariat gagnant-gagnant pour le Burkina Faso et le pays de l'oncle Sam. Parlons d'une autre collaboration, le renforcement de la coopération entre le Luxembourg et le Burkina Faso a été au cœur d'échanges entre le ministre luxembourgeois de la coopération et de l'action sociale et le président Roch Kaboré. Le Luxembourg apporte déjà sa contribution aux différents secteurs de développement que sont l'agriculture, l'eau potable, l'énergie et la santé. Le point des échanges avec l'Iradan, Philippe Ada. Des poignées de main et du sourire pour symboliser la vivacité royale de l'amitié et de la coopération entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Burkina Faso. Et c'est ce qui a été l'objet de ce tête-à-tête entre le président du Faso et le ministre luxembourgeois de la coopération et de l'action humanitaire. J'ai été vraiment impressionné par effectivement l'orientation du président et des vues qu'il a pour avancer encore notre coopération, une coopération qui pour moi est déjà exemplaire. À l'occasion, un grand tour a été fait sur l'origine des relations de coopération entre le Burkina et le Grand-Duché de Luxembourg. Et commençons par d'un côté une éducation à la base, suivie alors d'une formation professionnelle, en aboutissant par une employabilité des personnes. Deuxième, c'était le volet de la santé où hier j'ai eu la chance également d'inaugurer le nouveau centre régional de transfusion sanguine. Troisième volet, c'est celui de la résolution de la problématique de l'eau potable, mais également surtout le problème de l'énergie. L'agriculture, un domaine qui tient une place de choix dans la coopération entre les deux pays, a été abordé. Et là, on a passé en revue un peu les différentes actions qu'on peut faire et surtout également jouant sur les nouvelles technologies qui peuvent également s'appliquer pour tout simplement cultiver ou avoir des moyens et de la recherche pour utiliser effectivement, avoir de nouveaux moyens pour avancer l'agriculture. Les deux hommes ont revu le deuxième programme indicatif de coopération et le troisième qui est en préparation doit être axé sur des moyens informatiques pour améliorer la communication gouvernementale. Actuellement, on est en train de travailler sur ce programme indicatif de coopération. On n'a pas encore fixé le montant, mais on peut dire que ce montant va aller entre 10 et 12 millions d'euros par année. L'envoyé de son Altesse royale, le Grand-Duc, a réitéré la volonté du Grand-Duché de soutenir le pays des hommes intègres dans sa marche vers le développement. Autre information, le secrétaire général des Nations Unies est attendu demain au Burkina Faso. Au cours de cette visite de 48 heures, Ban Ki-moon aura un entretien avec le président du Faso. Et au cours de ce séjour, il s'entretiendra également avec diverses personnalités politiques nationales. Ban Ki-moon visitera également des réalisations socio-économiques et rencontrera le personnel du système des Nations Unies au Burkina Faso. Hors de chez nous, la Turquie annonce d'importants investissements en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan a évalué à 160 milliards de francs CFA la valeur des échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et la Turquie. Une annonce faite à Abidjan lors du forum économique entre ces deux pays. Ces investissements vont toucher 3 projets prioritaires, notamment la construction d'un barrage hydroélectrique de logements sociaux et d'infrastructures routières d'ici 2020. Parlons à présent de la présidentielle nigérienne. Le candidat de l'opposition, Hama Amadou, en lice pour le second tour, peut compter sur le soutien de 23 partis politiques. Réunis au sein de la Convergence pour l'alternance en 2016 au Niger, COPA 2016, ces partis ont annoncé hier leur soutien pour l'opposition. Il est temps que le pouvoir laisse Hama Amadou, incarcéré en 2015, puisse battre librement campagne. Et nous refermons ce journal avec cette information. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur le site de Burkina Info, le www.burkinainfo.tv.